Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. Aujourd'hui on conclut le cours de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il nous reste que des examens complémentaires, quelques diagnostics différentiels et le traitement de la conduite thérapeutique. Toujours vous allez trouver tous les supports utilisés dans les vidéos dans la description pour télécharger. Toujours vous êtes les bienvenus à abonner, chers amis, afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. Toujours, chers amis, je demande de votre part un maximum de j'aime, un maximum de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Ça, c'est le but de toutes ces séries de vidéos. Donc, comme examen complémentaire paraclinique devant une hypertrophie bénigne de la prostate, les examens complémentaires sont recommandés, mais je répète, le diagnostic restera clinique. Les examens sont utilisés pour savoir le retentissement sur le bas et le haut appareil urinaire. Donc, on fera premièrement un ECBU, un examen cytobactériologique des urines pour rechercher une infection urinaire, le dosage de la créatinine afin d'évaluer la fonction rénale, le dosage de la prostate spécifique antigène, la PSA, ça on va avoir prochainement dans le cancer de la prostate. C'est parmi les marqueurs, c'est parmi les critères de dépistage. Gardez-vous en tête la PSA, une débimétrie qui restera l'examen objectif et la mesure échographique du résidu post-mictionnel pour évaluer s'il s'agit, si vous souvenir d'une indication chirurgicale, c'est au-delà de 100 millilitres. Gardez ça en tête, qui est une indication à la chirurgie. Donc, ils sont considérés comme optionnels pour les études aérodynamiques et les examens d'imagerie de haut appareil urinaire. Donc, ce sont, je répète, des examens optionnels. Le diagnostic là restera clinique. Un simple toucher rectal peut poser le diagnostic d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Ça, on a vu précédemment dans la partie précédente. On va détailler la débimétrie qui est utilisée comme critère objectif de l'obstruction. Donc, les plaintes du patient sont subjectifs. Donc, le seul critère, c'est l'examen paraclinique qui nous permet d'évaluer le confort mictionnel chez le patient, c'est de la débimétrie des urines. Donc, c'est un examen objectif pour mesurer l'obstruction. Donc, la mesure de débit maximal est celle qui est la meilleure corrélation avec l'obstruction, je répète, de l'hypertrophie bénigne de la prostate. La valeur normale de la débimétrie urinaire, elle est maximale ou supérieure ou égale à 15 millilitres par seconde pour des mictions de volume supérieurs à 150 millilitres. Donc, si vous avez un patient qui a une débimétrie des urines qui est supérieure à 15 millilitres par seconde, pour un volume de miction qui est supérieur à 150, ça pratiquement vous permettra d'éliminer une obstruction sous-vésicale. Donc là, voilà une débimétrie normale. Vous voyez que le débit est supérieur à 15 millilitres par seconde. Par contre, là, quand vous voyez dans le cas d'obstruction, ce que vous allez noter, notez bien ce terme-là, l'aplatissement de la courbe de débimétrie. Et le voilà, ça va témoigner d'une obstruction. Donc, une courbe de débimétrie qui est normale là, supérieure à 15 millilitres, ça va éliminer tout obstacle sous-vésical. Ça, c'est à retenir. Devant une hypertrophie bénigne de la prostate, devant un obstacle sous-vésical, là, notez bien ce terme-là, on note l'aplatissement, et c'est mieux illustré dans la courbe, l'aplatissement de la courbe de la débimétrie mictionnelle. Donc, gardez-vous en tête l'aspect de la débimétrie, la valeur normale de 15 millilitres. Le rôle objectif de cet examen d'éliminer une obstruction et en pathologie l'aplatissement de la courbe qui est très souvent vu dans l'hypertrophie bénigne de la prostate en cas de obstruction sous-vésicale. Autre examen qui peut être ajouté à la liste paraclinique, c'est de l'échographie rénale. Donc, elle évalue le retentissement sur le haut appareil urinaire. Donc, je répète, le diagnostic toujours d'une HPP, il est clinique. Donc là, le traitement, ou bien là, l'échographie rénale, elle a un but juste d'apprécier le retentissement sur le haut appareil urinaire. Qu'est-ce que vous allez chercher dans l'échographie? La dilatation qui est, notez bien, c'est bilatéral. Donc c'est pas uni,
latérale. Je répète, dans l'hypertrophie bénigne de la prostate, on note une dilatation qui est, notez bien ce terme, c'est bilatéral des cavités hylo-caliciennes et un amincissement du parenchyme rénal. Donc tout ça, c'est de la dilatation. Et vous voyez là la structure anéchogène, ça va témoigner d'une dilatation hylo-calicienne, une hydronéphrose, bien hydropyélonéphrose qui est bilatérale. Donc c'est pas unilatéral, je répète. Critère d'unilatéralité, ça va en faveur d'une obstruction ou bien d'une masse. Tout ça, on va voir dans les tumeurs du rein. Donc, d'autres examens aussi, c'est le calcul du résidu post-mictionnel. Cette mesure est préférentiellement réalisée par une échographie sous-pubienne ou bien sus-pubienne. Et le rôle de cette dernière, c'est d'évaluer la capacité vésicale, l'état de la paroi vésicale, la présence éventuelle d'une lithiase. Je répète, une stase veut dire lithiase et veut dire infection. Et bien sûr, recherche d'un diverticule du ou bien d'un lobe médian qui est une indication chirurgicale. Et là, vous voyez là, c'est du diverticule là, et qui est une indication chirurgicale. Avant d'entamer le dernier titre qui est le traitement, on va voir quelques diagnostics différentiels. Donc, autre cause de troubles mictionnels, ils sont à éliminer. Donc, premièrement, le premier diagnostic différentiel avec une HPP, bien sûr, c'est le cancer de la prostate à un stade évolué, car l'adénome et le cancer, comme je vous ai dit dans le début de ce cours, peuvent coexister. Donc, on peut avoir, je répète, l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est une lésion qui est bénigne, elle ne cancérise jamais, mais elle peut coexister avec un cancer malin de la prostate, un adénocarcinome. Autre anomalie du col vésical, s'il s'agit de lithiase ou d'une tumeur de la vessie, les infections, et le cas de cystite prostatite, l'abcès de la prostate, ils sont tous à éliminer devant ou bien avant de poser le diagnostic de l'HPP. Une sténose de l'urètre ou du méa urétral. C'est une pathologie qui est sous-vésicale ou trouble de la contractilité vésicale. Là, on va parler de la vessie neurologique, neurogène, trouble neurogène, trouble myogène ou une instabilité vésicale. Donc tout ça, c'est des diagnostics différentiels à éliminer devant tout trouble mictionnel avant de poser le diagnostic de l'HPV. Dernier titre, le traitement. Donc le but là, c'est de lever l'obstacle, restaurer le confort mictionnel qui est la gêne plus importante chez un patient souffert d'un HPP. Restaurer les paramètres objectifs de la miction, donc la débimétrie des urines, elle va être restaurée au-delà de 15 mm par seconde. Et prévenir et traiter les complications qui sont multiples, on avait vu précédemment. Donc, il existe plusieurs thérapeutiques ou bien plusieurs modalités de thérapie. Selon le cas, selon le volume et selon le trouble mictionnel. Donc, parfois, c'est une simple abstention avec une surveillance. Donc, l'hypertrophie bénigne anatomique, elle est plus fréquemment seulement suivie par une simple surveillance, une abstention thérapeutique chez les patients qui sont pas aussi symptomatiques. On avait dit que généralement l'HPP elle est asymptomatique, leur découverte elle est fortuite chez un patient qui est pas aussi symptomatique. Donc, devant une symptomatologie minime, c'est l'abstention thérapeutique. Cette surveillance, elle est associée à des règles hygiéno-diététiques, ça c'est à retenir. Donc, la réduction des apports hydriques, surtout le soir. On avait dit qu'il s'agit de la notion de micturie. Je vous invite à consulter la partie clinique. Faire des efforts physiques réguliers, donc l'activité sportive, et corriger les troubles métaboliques. En cas d'acidose ou d'autres troubles métaboliques sont liés au retentissement sur le haut appareil urinaire. Donc je répète, devant un patient qui est aussi symptomatique, donc une simple surveillance avec respect des règles hygiéno-diététiques, réduction d'apport hydrique, effort ou bien activité physique régulier et correction de tout trouble métabolique
surtout chez les patients dits en comorbidité. On a aussi la notion de la phytothérapie. Donc, première modalité, c'est une seule abstention et surveillance. Deuxièmement, comme traitements médicaux, on peut administrer de la phytothérapie. Donc, si on vous pose la question, traitement d'une hypertrophie bénigne de la prostate, il peut varier d'une abstention thérapeutique, traitements médicaux, soit par phytothérapie, inhibiteur, ou bien alpha bloqueur. Donc, on avait dit précédemment des récepteurs alpha, les alpha bloquants, les inhibiteurs de 5-alpha réductase et voire traitement anti-androgénique, donc voire la chirurgie. Je répète, premièrement, simple abstention thérapeutique devant un patient qui est pas aussi symptomatique, soit deuxièmement traitement médicaux. Donc on a la phytothérapie, les médicaments sont utilisés, le permixan et le tadénon. Leur activité là reste largement méconnue, mais il peut s'agir là d'une activité qui est anti-androgénique, ça on a abordé dans la physiopathologie. On note aussi comme traitement médicamenteux les anti-œstrogéniques, les anti-inflammatoires, car leur tolérance elle est excellente. L'indication de cette phytothérapie, donc, c'est en cas ou bien devant trouble urinaire du bas appareil qui est mineur ou qui est paroxystique. Donc, on va évoluer du moins grave vers le plus grave. Abstention thérapeutique, phytothérapie, voire les inhibiteurs du 5-alpha réductase, qui est ça, là, je demande votre attention. Donc, on avait dit qu'il existe deux composantes. Une composante dite statique, qui est liée à l'hypertrophie, à l'augmentation du volume, et une composante qui est dynamique. Donc, les alpha bloquants, ça c'est à retenir, ils vont agir sur la composante dynamique. Ils vont relâcher la musculature lisse. Par contre, les inhibiteurs de l'enzyme alpha réductase, ils ont une action sur la composante statique. Donc, l'inhibiteur du 5-alpha réductase, il va empêcher la formation du DHT, ça on a abordé dans la physiopathologie, le dihydrotestostérone. Donc, on note là comme modalité de traitement le finastéride ou bien le dutastéride. Donc, il va diminuer 20% le volume et 5% de la sécrétion de PSA, donc en 6 à 12 mois. Donc, ces deux modalités de traitement, ils vont empêcher la transformation de la testostérone vers la DHT, l'hydrotestostérone, qu'on avait dit qui est un élément très important dans la genèse de la masse sur la composante statique. Leur effet, il est plus souvent marqué chez ou bien sur des volumes prostate qui a un volume supérieur à 40 millilitres. Donc, comme effet secondaire de ces alpha 5 ou bien des 5 alpha réductases, on note la baisse de lipido, une dysfonction érectile, trouble de l'éjaculation, voire gynécomastie. Donc, c'est pour cela, dans des formes où on a un patient peu aussi symptomatique, je répète, une simple abstention thérapeutique qui est favorisée, voire phytothérapie, car la tolérance, elle est excellente. On n'a pas d'effet secondaire. Malheureusement, les alpha réductases, les 5 alpha réductases, ils ont des effets sur les libido, une dysfonction voire érectile, trouble même d'éjaculation, voire une gynécomastie. Donc là, la DHT, les anti-androgéniques ont des effets secondaires. Donc ça, c'est pour la composante statique. Concernant la composante dynamique, pour relâcher la musculature ou bien les fibres musculaires lisses, on avait dit qu'il s'agit là des récepteurs alpha-adrénergiques. On va administrer des alpha bloquants. Donc, ces alpha bloquants vont agir sur la composante dynamique, relâcher la musculature lisse. Ce sont des antagonistes qui vont opposer à l'effet de la noradrénaline. Bien sûr, au niveau des récepteurs alpha-adrénergiques dans le col vésical et voilà les récepteurs alpha. Au niveau aussi de l'urètre, le stroma et même la capsule. Comme traitement, on peut prescrire de l'alfisozine, le doxazosine, le tamsulosine et aussi
le térazosine. Donc tout ça, ce sont des alpha-bloquants, des antagonistes du récepteur alpha-adrénergique. Donc, comme effet secondaire, donc, ça, c'est les sympatholytiques. Ça nous fait rappel à pharmacologie. Donc, on va noter une hypotension artérielle, des vertiges, une somnolence, voire même des troubles de l'éjaculation. On a besoin de ces alpha, des récepteurs alpha-adrénergiques pour le fonctionnement éjaculatoire. Donc, c'est pour cela qu'on préférera toujours de la phytothérapie en des formes qui sont pas aussi synaptiques. Donc, les effets secondaires se varient. Une baisse de lipido, troubles érectiles, troubles de l'éjaculation, voire gynécomastie en cas des inhibiteurs ou bien des anti-androgènes. C'est le cas des inhibiteurs de 5-alpha réductase, voire des sympatholytiques, là, une hypotension artérielle, vertige, somnolence et parfois même troubles de l'éjaculation. Donc, deuxièmement là, c'est le traitement médical. Dans certains cas, on peut faire une association thérapeutique. On peut inclure les antimuscariniques en cas de petit volume prostatique, ou bien on peut associer les alpha-bloquants et les inhibiteurs du 5-alpha réductase. Donc, après un an d'administration, cette association montre une meilleure efficacité que l'un ou l'autre de ces traitements en monothérapie. Donc, certains des cas, dans des formes qui sont plus volumineux, on peut associer les deux composantes, dynamique et statique. On prescrira les anti-alpha bloquants et les inhibiteurs du 5-alpha réductase. Donc, mais cependant, ce bénéfice-là, il s'associe à un coût thérapeutique qui est cher et un risque des effets secondaires qui vont être multiples. Donc, toujours, on préférera la phytothérapie, l'abstention thérapeutique devant la forme aussi synaptique. Donc, là, voilà un algorithme de traitement. Donc, le traitement de première intention devant une HBP qui est non compliquée. Donc, s'il s'agit là d'une prostate de moins de 30 voire 40 grammes, donc de petite taille, donc on préférera les alpha-bloquants ou la phytothérapie par les extraits de plantes. Donc, on lutte sur la composante dynamique. S'il s'agit d'une prostate qui est plus volumineuse, donc supérieure à 30 voire 40 grammes, donc ça, c'est l'association, comme on avait dit précédemment, des deux composantes. On agira sur la composante dynamique et statique. On associera les alpha-bloquants et les inhibiteurs du 5-alpha réductase, voire même associés à la phytothérapie. Donc, après 3 ou 6 mois, on va faire une réévaluation. S'il y a un succès, on va poursuivre le traitement. Et s'il s'agit d'intolérance, là, on va changer le traitement, va voir passer à d'autres classes thérapeutiques. Si ça ne marche pas, donc ça c'est l'échec et c'est une indication là qui est au dernier modalité du traitement qui est chirurgical. Donc, dernièrement, le traitement chirurgical, quand vous allez monter. Donc c'est le traitement, comme on avait dit précédemment, curateur. Là, tous ces traitements-là, soit de la phytothérapie, soit les alpha-bloquants ou les inhibiteurs du 5-alpha réductase. Je répète, ils sont administrés comme traitement symptomatique pour soulager le trouble mictionnel, pour améliorer le confort mictionnel chez le patient. Le seul traitement curateur, là, vous voyez, c'est l'étalon d'or, c'est le traitement chirurgical. Donc c'est l'ablation ou bien c'est la résection qui est utilisée. Donc c'est la plus efficace, mais aussi elle est la plus invasive. Donc, on peut faire la chirurgie soit de façon qui est à ciel ouvert, donc, là, voilà, ou bien on peut passer à la résection endoscopique. Donc, premièrement, la chirurgie ouverte, donc par voie qui est transvésicale, donc c'est l'énucléation au doigt, à l'emporte-pièce, la totalité de cette hypertrophie dans le plan de clivage anatomique. Donc, c'est le chirurgien qui va énucléer cette prolifération, cette hyperplasie-là, et elle est réservée aux gros adénomes qui sont supérieurs à 70 grammes. Ou bien en cas d'une hypertrophie qui est compliquée, soit de lithiase,
supérieure à 3 centimètres ou un diverticule, voire une arthrose de la hanche. Donc les indications de la chirurgie à ciel ouvert, c'est le gros adénome, l'hypertrophie bénigne, masse qui est supérieure à 30 grammes, hypertrophie qui est compliquée, prostate qui est compliquée, lithiase supérieure à 3 centimètres. Donc faites attention dans vos cas cliniques, un diverticule, arthrose de la hanche. Donc tout ça, ce sont des indications à la chirurgie à ciel ouvert, à l'énucléation au doigt. Par contre, on a la deuxième modalité de traitement qui est la résection endoscopique. Comme leur nom indique, donc l'intervention consiste à éviter l'hypertrophie prostatique par l'intérieur. Donc là, on va utiliser un corbeau prostatique qui va migrer dans la vessie et il va évacuer cette dernière par aspiration à travers d'une gaine. Donc c'est une résection. Donc on va enlever cette hypertrophie prostatique par voie endoscopique, donc à l'intérieur. Donc l'hémostase, il est à réaliser par coagulation des vaisseaux à repérer. Donc, les complications de cette opération, résection endoscopique, bien sûr, c'est le risque hémorragique. Et notez bien, on peut avoir aussi un syndrome de résection endoscopique qui consiste à une hyponatrémie due à la dilution. Cette hyponatrémie, elle a comme cause du liquide ionique qui est utilisé dans cette manœuvre. Parfois, donc, il est absorbé à l'intérieur ou bien intravasculaire. Donc, et là, vous allez noter une dilution par ce liquide qui est non ionique. On peut avoir une hémodilution et ça va donner une hyponatrémie par dilution. Donc, les complications là, soit hémorragiques ou bien à noter le syndrome de résection endoscopique. Donc, deux complications, l'hémorragie et aussi le syndrome de résection endoscopique, aussi nommé le TURP syndrome. Donc, gardez ça en tête. Il peut s'agir aussi, bien sûr, d'une question d'examen. Donc, d'autres techniques qui sont mini-invasives. Donc, c'est une incision cervico-prostatique. Elle est réservée aux formes ou bien à des glandes qui n'excèdent pas les 30 grammes. Le bénéfice là, bien l'avantage, c'est de conserver l'éjaculation antérograde. Parmi les complications de la chirurgie, notez bien en tête, ça c'est pour vous. C'est une éjaculation qui est rétrograde. Je répète, la chirurgie de l'hypertrophie bénigne de la prostate ne cause pas une infertilité ni un trouble érectile, mais elle cause une éjaculation, notez bien ce terme-là, qui est rétrograde. Donc, c'est pour cela, dans certains cas où on a une prostate qui est de petit poids, donc inférieur à 30 grammes, on peut utiliser l'incision cervico-prostatique qui garde l'éjaculation de la forme dans sa forme normale, dans la forme antérograde. Donc, là, elle a un taux de réussite dans 80% des cas. Mais faites attention devant d'une prostate qui est de grande taille ou bien compliquée, on n'a qu'à le recours à la chirurgie à ciel ouvert. Je répète, un gros adénome de 60 grammes, hypertrophie qui est compliquée de lithiase ou de diverticule. On ne peut pas faire les techniques dites mini-invasives. On n'a que le recours à la chirurgie à ciel ouvert. Autre technique dite mini-invasive, donc c'est la thermothérapie par micro-ondes, la TUMT, ou par radiofréquence. La pose, il y a le pose d'implant intraprostatique, c'est l'urolift. Et on va voir des vidéos concernant l'urolift. Et bien sûr, du laser ou bien l'inoculation par le laser qui diminue le risque de transfusion et la durée d'hospitalisation par rapport à la TURP ou bien à la monothérapie ou bien la RTUP monopolaire. Donc, comme traitement chirurgical, c'est la chirurgie à ciel ouvert devant des formes gros adénomes ou compliquées, voire la résection endoscopique. Là, c'est le risque des hémorragies et le TURP syndrome. Et devant des formes qui sont de petite taille, on peut associer une incision cervico-prostatique. Donc, c'est pour garder ou bien pour éviter l'éjaculation rétrograde ou faire le recours à des techniques mini-invasives. Et on va voir quelques vidéos concernant l'urolift
le laser et bien sûr les deux énucléations à ciel ouvert et endoscopique. Donc il nous reste que la conduite thérapeutique, on va aborder dans la dernière partie. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Je vous rencontrerai dans les dernières plaques de secours. On va voir quelques illustrations pour mieux percevoir les traitements du type chirurgical. Merci pour votre attention une deuxième fois. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.